Pour les addicts, on va pas se mentir, cet épisode 15, on l'attendait, on le redoutait même un peu, surtout quand on a lu les livres, mais au final, il tient ses promesses. L'épisode 15 de la saison 7 d'Outlander est un épisode fort, un épisode centré sur l'émotion, un épisode centré sur le cœur d'Outlander, le couple Jamie et Claire. Un épisode qui, à mon sens, est construit pour nous amener à vivre de plein fouet ces dernières minutes. Ce moment où Claire s'effondre, où Jamie hurle et où on hurle avec lui. Alors c'est vrai, tout n'est pas parfait, il y a des raccourcis, des facilités, des enjeux pas toujours bien posés, mais dans l'ensemble, c'est du très bon Outlander. Je vous propose mon décryptage de cet épisode. Je suis Aurélie, Outlander Addict, et c'est parti. Je le disais, je crois qu'on peut dire qu'on a eu droit à un épisode majeur. Rien qu'en regardant son titre, À l'encre de mon cœur, on comprend que les scénaristes veulent marquer le coup. C'est le titre du tome 8 de la saga de Diana Gabaldon et c'est un titre qui n'a pas été choisi au hasard. On le voit presque littéralement à l'écran, ce moment où Jamie écrit dans le dos d'un soldat avec le sang de Claire. Un geste fort, intime, qui décrit tout ce que cet épisode met en jeu. Côté réalisation, c'est Joss Agnew qui est aux commandes. Il avait déjà signé les épisodes 7 et 8 de cette saison 7 avec la bataille de Saratoga et le scénario est signé Daniel Béraud à qui l'on doit d'autres très beaux épisodes. Je vous les donne, c'est Les Derniers mots célèbres, saison 5, épisode 8, Une vie bien perdue, saison 7, épisode 1, ou encore La bave du crapaud, dans la saison 6, épisode 7, un des meilleurs épisodes de cette saison 6, qui n'est pas la favorite des fans. Et vous avez sans doute en tête cette belle scène à la fin de l'épisode quand Claire avoue à Jamie qu'elle utilise l'éther pour faire taire ses démons. Eh bien ça, c'est Daniel Béraud qui a écrit les dialogues. Et là encore, elle est fidèle à elle-même, très à l'aise avec les personnages, les émotions, les liens familiaux. Ce n'est pas une plume qui cherche l'action ou les grands rebondissements, mais on sent une écriture très sensible, qui sait toucher au plus juste. On peut saluer le choix de mise en scène. En plein cœur de la bataille de Monmouth, on ne cherche pas à nous montrer la bataille de manière spectaculaire, avec des plans larges et des effets grandioses, des explosions à tout va. Non, l'action reste centrée sur Jamie. C'est intime, presque étouffant par moments, et on alterne avec ce qui se passe du côté de Claire, au poste médical. Le focus est mis sur les conséquences humaines, plutôt que sur le combat lui-même. Et l'effet est puissant, on est dans les tripes des personnages. Et justement, l'épisode joue brillamment avec certains codes narratifs. Vous savez, ce petit regard en arrière avant de mourir, ce moment où un personnage dit au revoir, s'éloigne, puis se retourne. Ce genre de scène précède souvent une mort. Et là, on est pris à contre-pied, c'est très malin. On croit que Jamie va être touché dans l'épisode, mais en fait, c'est Claire qui s'effondre. Et donc ce montage-là, avec aussi les jeux de temporalité, les transitions hyper fluides, et surtout cette tension dramatique montée crescendo, c'est du grand Outlander. D'ailleurs, toutes les lignes temporelles sont représentées dans cet épisode. On est avec Roger et Buck en 1739, Brianna et les enfants en 1980, et puis bien sûr, on est avec Jamie et Claire dans les années 1770. On a là un bel équilibre, ou plutôt un bon dosage entre les différentes époques et une vraie montée en puissance dramatique. Ce va-et-vient entre les époques, c'est une des marques de fabrique d'Outlander, et ici, je le disais, c'est bien dosé. Les transitions sont fluides, on sent l'histoire qui s'accélère, et pour un pénultième épisode de saison, c'est somme toute assez logique. Mais ce qui rend cet épisode vraiment inoubliable, ce sont les 10 dernières minutes. C'est là que tout explose, que tout converge, et c'est là qu'on retrouve véritablement l'âme de la série. Jamie, Claire, ensemble, et tout le reste gravite autour d'eux. Les interprétations sont magistrales, comme rarement dans le cours de cette saison 7B, même si on a eu de très beaux moments. Sam Yuan est littéralement à vif, viscéral, animal. Katrina Balfe, même à moitié inconsciente, domine ces scènes avec une intensité folle. Leur duo, c'est du magnétisme pur. On ne peut pas les quitter des yeux. En tout cas, moi, j'y arrive pas. Un mot aussi sur la title card. On y voit Frank et la petite Brianna devant une peinture qui représente Molly Pitcher à Monmouth. Alors, c'est une peinture qui est relativement connue des Américains, peut-être un peu moins de nous, Français, Européens. Et si on regarde bien, sur cette peinture, Jamie et Claire sont présents. Alors, petit clin d'œil subtil, mais qui pose une vraie question. Est-ce que Frank a vu Claire dans cette scène? Est-ce qu'il l'a reconnue? On sait maintenant qu'il croit au voyage dans le temps, donc c'est une piste de réflexion que je vous laisse creuser.
Et puis, il y a aussi cette sensation, peut-être plus difficile à formuler, comme un retour aux fondamentaux. Cet épisode, dans son rythme, ses émotions, son intensité, il m'a rappelé les tout premiers épisodes de la série. Ce moment où tout était encore concentré autour de Jamie et Claire, de leur histoire, de leur lien. Et franchement, je pense que vous n'allez pas me contredire, ça fait du bien. Je vais très largement, vous allez le voir, traiter tout ce qui concerne Claire et Jamie dans une grande partie juste après. Et donc j'ai choisi autre chose pour mon top. Parce qu'à bien y réfléchir, j'ai été scotchée par le montage d'ouverture. Pas le temps de s'installer dans mon fauteuil, cueilli, direct. Dès les toutes premières secondes, on est embarqué dans une séquence d'une force émotionnelle incroyable. En 1 minute à peine, Outlander parvient à nous bouleverser. On revoit successivement les visages de personnages que l'on a aimés et perdus. Murtagh, Faith, Fergus enfant, alors pas perdu au sens mort pour Fergus, les compagnons de guerre, Angus, et même Blackjack. Alors même si lui, on ne pleure pas, on est d'accord. Mais tous ces souvenirs nous reviennent en pleine figure, et ce ne sont pas de simples flashbacks gratuits. Ils sont portés par une narration poignante de Claire, d'ailleurs tout droit tirée du chapitre 118 du tome 8, si vous voulez aller relire. Sa voix en off nous parle de mort, de guerre, de résilience, et c'est un choix de montage hyper malin parce qu'il remplit plusieurs fonctions en même temps. Et c'est pour ça que je l'ai choisi pour mon top. D'abord, il nous replace dans une perspective très intime. On ne va pas vivre une bataille spectaculaire avec tambours et fanfares, on va vivre une bataille vue à hauteur d'homme. Une guerre à travers le regard de ceux qui y laissent une part d'eux-mêmes. Et surtout, une guerre vue à travers les pertes, les absences, les deuils successifs. C'est le prix que Jamie et Claire ont payé au fil des saisons, et il est lourd. Ensuite, ce montage agit comme un présage narratif très appuyé. La mort est partout, dans les mots, dans les images, dans les souvenirs. On nous met tout de suite dans le ton de l'épisode. On sait que quelque chose de grave va arriver. Et ça fonctionne, même si c'est un peu lourd, je le concède. Mais c'est franchement très efficace. Et puis, il y a un détail que j'ai trouvé particulièrement génial dans ce montage. On revoit le tout premier plan de la série. Celui où Claire marche dans les rues, plus ou moins pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'elle vient de se terminer. Et c'est une boucle qui se referme, une façon de dire « Regardez tout ce qu'elle a vécu depuis ce moment-là, tout ce qu'ils ont traversé ensemble ». Et c'est là qu'on se rend compte du chemin parcouru, de l'attachement qu'on a pour ces personnages, et franchement, c'est magnifique. Bon, pour mon flop, je vais revenir sur Ian. Je ne peux pas m'en empêcher. Je trouve que le personnage manque d'épaisseur et cet épisode ne l'aide pas franchement à regagner du terrain. On a d'abord cette scène pour le sauvetage de William, un peu molle, moins qu'on puisse dire, peu dramatique, pas vraiment de musique qui met en tension. Ian laisse partir Oberschnell, puis il revient pour tuer ce Hessien qui aurait pu être menaçant pour le futur. Jusque-là, très bien. On retrouve le loup, Ian le guerrier, celui qu'on aime voir surgir en pleine bataille. Et franchement, ce côté-là, de lui, m'avait un peu manqué. Mais ce qui m'a gêné, c'est la justification qu'on nous donne. On comprend que son geste est motivé par ce qu'il a vécu avec Archbug, un peu plus tôt dans la saison. Et là, je dois avouer que je lève les yeux au ciel. Parce que si c'était pour en arriver là, toute l'intrigue autour de Archbug, qu'on nous a traîné sur plusieurs épisodes, me paraît de plus en plus inutile, j'en ai déjà parlé. On aurait très bien pu construire cette scène où Ian tue le Hessien sans faire référence à cette trame-là avec Archbug. En plus, si Ian est capable de terrasser un Hessien aguerri, alors pourquoi ne pas avoir réussi à maîtriser Archbug dans l'épisode 10 ? Là encore, il y a une forme d'incohérence, ou au moins de déséquilibre dans la manière dont Ian est traité et dont son personnage est écrit. On sent qu'on veut le faire évoluer, qu'on veut qu'il affronte ses dilemmes moraux, mais ici, ça reste un peu léger, voire même un peu bancal, en tout cas de mon point de vue. Moi, j'aurais aimé quelque chose de plus fort, de plus marquant, de plus affirmé. Voilà donc pour mon flop, et puis aussi pour mon top, un démarrage d'épisode bouleversant, brillamment monté, et puis aussi quelques faiblesses du côté de Ian notamment, qui laissent un petit goût d'inachevé. Au-delà de ce point précis, cet épisode regorge de matière. Il y a beaucoup à dire sur sa structure, sur les liens entre les personnages, ce qu'il raconte en creux de l'histoire avec un grand H, et bien sûr sur ce qui fait battre le cœur d'Outlander, Jamie et Claire. Alors on y va ? Je viens d'en parler, il est difficile de ne pas commencer par eux, Claire et Jamie. Cet épisode est littéralement construit autour de ces deux personnages.
Chaque scène les met en avant. Ces scènes sont ciselées, intimes, déchirantes et surtout magnifiquement portées par le jeu de ces deux acteurs qu'on adore. Et c'est un retour aux fondamentaux, à ce qui fait qu'on aime Outlander. Dès l'ouverture, Claire et Jamie sont ensemble dans le camp, sous la tente, dans une scène très émouvante. Jamie parle de sa mère, Hélène, et de la naissance tragique de son petit frère mort-né, qui a causé également la mort d'Hélène. Et ça, c'est un moment qui est tiré du tome 5. Je vous renvoie au chapitre 47, Le feu de l'âtre. Alors chapitre 47 de la partie 2 du tome 5, qu'on appelle aussi le temps des rêves. Et ça, c'est une preuve que les auteurs peuvent piocher dans tous les livres pour agrémenter leurs scènes. La manière dont Jamie raconte ce souvenir, la douceur avec laquelle il évoque les cheveux gris de Claire, parce que ça signifie qu'elle est en vie, c'est juste bouleversant. Et Sam Yuan y est d'une justesse remarquable. La lumière de la scène renforce l'intimité entre ces personnages, ces instants propices aux confidences. Et puis un peu plus tard, on a la scène d'adieu avant la bataille, qui nous renvoie directement à la promesse de Jamie dans la saison 5. « Si mes derniers mots ne sont pas « je t'aime », etc. Ici, Claire lui dit « je t'aime » et Jamie lui répond avec ce petit sourire qui serre le cœur. Ce n'est pas pour aujourd'hui, Sassenach. C'est pas un simple adieu, c'est une promesse, une détermination à survivre. Et puis on a ces scènes aussi à la nuit tombée où ils échangent sous les étoiles. Et ça, c'est un passage très fidèle au chapitre 118 du tome 8, cette fois-ci. Claire parle de la notion d'entropie, elle évoque le vide, cette peur existentielle, cette fatigue morale. Et Jamie, lui, parle d'espoir. Les deux se tiennent la main dans l'obscurité, et cette scène-là, elle cristallise tous leurs liens. C'est fragile, c'est puissant, c'est profondément humain. Et puis visuellement, il faut souligner le choix audacieux et très réussi de filmer ce moment en sépia. Je pense que ce n'est pas anodin parce que le sépia crée une atmosphère suspendue, presque hors du temps. On comprend qu'il s'agit d'un souvenir tout proche, probablement une des nuits précédant la bataille, mais ce filtre donne aussi un effet de douceur et de tendresse, comme si on regardait une vieille photo un peu précieuse. On est dans la bulle intime de Jamie et Claire, dans un moment de grâce, protégés du chaos du monde extérieur. Ce traitement visuel renforce encore la beauté et la profondeur de leurs échanges. Et puis, vient le moment où Claire choisit, à la fin de l'épisode, de rester au poste médical malgré le danger. Et ce moment boucle la boucle de ses interactions avec le docteur Leakey, d'abord condescendant, sexiste, misogyne, qui évolue jusqu'à un respect mutuel. Parce qu'à la fin, il lui sert même du docteur Fraser. Et ce personnage, bien que frustrant, est montré avec quand même une certaine nuance. Claire, quant à elle, retrouve son rôle de médecin et on sent à quel point ça compte pour elle. Et pour nous aussi en tant que spectateurs, on aime la voir s'affairer autour de blessés. Et puis c'est le drame. Claire est blessée, le monde bascule, Jamie jusque-là tenait bon, mais là il s'effondre, sa panique est palpable, physique, il est dévasté, incapable d'agir et cette scène-là est presque insoutenable d'émotion. Le plan suivant le montre en train d'écrire sa démission avec le sang de Claire sur le dos d'un jeune soldat. Geste fort mais aussi ambivalent quand on se souvient que Jamie a lui-même souffert dans sa chair, autrefois utilisé comme message vivant par les Anglais. Dans les livres, je le mentionne, il écrit sur un manteau. Là, c'est plus brutal, je trouve. C'est plus visuel. Je pense que c'est fait pour la télévision. Et puis enfin, les 10 dernières minutes. Denzel, devenu l'élève de Claire en quelque sorte, se charge de l'opération. Rachel revient avec le fromage de Lafayette, porteur de pénicilline. Et Jamie à genoux prie, et cette lumière naturelle, presque sacrée. Et notre Claire entre la vie et la mort. On est suspendu à chaque seconde. Katrina Balfe incarne la souffrance avec une intensité folle. Et Sam Yuan, que dire? Il explose de douleur, il hurle, il supplie, il insulte le médecin et on ressent toute sa panique, toute sa terreur. C'est viscéral, c'est brut. Le visage de Sam est... Waouh! C'est magistral. Le couple Fraser dans toute sa force tragique. Et c'est pour des scènes comme ça qu'on aime Outlander. Alors même si tout converge vers Jamie et Claire dans cet épisode, il ne faut pas oublier les autres personnages qui gravitent autour d'eux. Et je trouve que plusieurs scènes secondaires méritent vraiment qu'on s'y attarde. D'abord, parlons de Denzel Hunter. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est peut-être le personnage le plus utile de cette deuxième partie de saison. C'est lui qui sauve William dans l'épisode 4, souvenez-vous. Il sauve Lord John dans l'épisode 12. Et ici, c'est encore lui qui sauve Claire
là où tout le monde l'avait plus ou moins abandonné. Ce personnage ne fait pas de vagues, il n'a pas de gros dilemmes à résoudre, mais il agit avec calme, efficacité et une grande humanité. Et je voudrais relever aussi la belle relation entre Claire et Denzel, on en a déjà parlé. Il y a quelque chose d'un peu mentor-apprenti entre eux, et dans cet épisode, on a ce renversement touchant. C'est lui qui l'opère. Alors il désinfecte, il s'organise, il prend des décisions avec méthode et respect, et puis aussi avec un masque. Et en fait, ici, on a ce paradoxe. Claire, si compétente, si forte, ne peut pas se sauver elle-même. Même si on notera qu'elle est suffisamment lucide pour refuser de boire et pour passer commande pour sa pénicilline. Alors en bref, Denny mérite un peu plus de reconnaissance, non? Alors du côté de Rachel, seulement 2 scènes dans l'épisode, mais bien écrites et bien jouées. Dans sa discussion avec Claire, il y a un vrai parallèle entre les deux femmes. Claire a peur que Jamie meure en héros, et Rachel a peur que Yann meure par excès de principes. Des principes qu'elle lui a peut-être d'ailleurs transmis sans le vouloir. C'est un dialogue assez court mais profond et tout en miroir. Et puis on la retrouve un peu plus tard dans l'église transformée en hôpital quand elle apporte le panier de provisions offert par Lafayette avec le fameux Roquefort qui va permettre de faire une solution antibiotique pour les suites opératoires de Claire. Alors Rachel, bien que reléguée au second plan, on la sent toujours présente, utile, solide. Elle aussi, elle est là. Alors ensuite, il faut qu'on parle de Lord John et de William. Et qu'on parle de cette scène de confrontation après la révélation. C'est une scène courte, mais d'une puissance émotionnelle incroyable, là encore. Et pour vous dire, j'adore cette interaction, je l'attendais et je n'ai pas du tout été déçue. Elle fait honneur à ces deux personnages qui se révèlent majoritairement dans cette deuxième partie de saison. William qui explose de colère, qui rejette Jamie, qui remet en question tout ce que Lord John lui a appris. Et puis en face, John qui encaisse, mais qui ne cède rien. Par 2 fois, il lui dit « Tu es mon fils. Tu es mon fils. » Et ces mots-là, dans ce contexte, c'est bouleversant, je trouve. En fait, il veut que William entende que ce fait est incontestable, un peu comme s'il lui disait « Mais mets-toi bien ça dans ta petite tête. T'es mon fils. » John défend aussi Jamie, il parle de ses qualités, de son honneur, là où William ne voit qu'un rebelle, un traître à la couronne. Et puis surtout, John essaye de lui faire comprendre que le monde n'est pas noir ou blanc. Et là, c'est un vrai rôle de père, un rôle d'éducateur. Et David Berry est exceptionnel dans cette scène, vraiment. Que de belles performances. Alors, dans les scènes secondaires, on aperçoit aussi Fanny, assez brièvement, mais son intervention est marquante. Elle annonce à William que Jane est en danger, accusée de meurtre, arrêtée par les Anglais. Le jeu de Florrie Mae Wilkinson, très jeune, je l'ai dit dans le dernier décryptage, a été salué sur tous les réseaux pour sa justesse. Et cette petite scène annonce une intrigue qui est à suivre dans le final. Que va devenir Jane? Que va faire William? Et pour finir sur ces scènes secondaires, j'ai aussi beaucoup aimé les échanges entre Roger et Buck. Il y a une vraie tendresse qui s'installe, notamment quand Buck dit « Vous êtes tous mes enfants ». On mesure combien il a évolué depuis sa première apparition et on comprend là dans cet épisode beaucoup mieux son tiraillement. Il raconte son histoire avec Morag, sa jalousie envers Donald, le choix sentimental initial de Morag, sa peur de ne pas mériter de revenir dans son époque. C'est humain, c'est touchant. Et puis il y a aussi cette petite touche d'humour quand Buck mentionne les événements d'Alamance. On sent bien qu'il minimise une période assez mouvementée et puis on dirait presque un vieux tonton qui raconte sa guerre en 3 petits mots. Il y a dans ce lien qui se crée une forme de réparation, un besoin d'appartenance. Et moi, je dirais que c'est une rédemption totale pour Buck. C'est doux, c'est juste et ça apporte une respiration bienvenue dans l'épisode. Et enfin, pour finir là sur ces scènes entre Roger et Buck, une question importante se pose. Est-ce que Roger aurait dû dire plutôt à Buck que Gaylis est sa mère? Le débat est ouvert, les dilemmes temporels sont toujours passionnants dans Outlander. Buck pense que si Roger et lui n'étaient pas venus chercher Jem, Dougal et Gaylis ne se seraient peut-être pas rencontrés, et donc Buck ne serait peut-être pas né. Et puis Roger non plus, du coup. Alors, toujours ce thème de la prédestination. Et oui, alors je ne peux pas conclure ce thème sans parler de Brianna et des enfants.
Rien de révolutionnaire dans ces scènes-là, hein, qui sont très courtes aussi dans l'épisode, mais quelques drôles d'émotions quand même, hein. Surtout ce moment où Mandy court vers la pierre en criant Daddy! Ouh, quelle petite chipie celle-ci! Donc elle force tout le monde à lui emboîter le pas. La poupée Esmeralda qui ne devait pas traverser est dans les mains de Brianna lorsqu'elle court vers les pierres. Et on ne sait pas si tout ce petit monde va traverser ensemble, ni s'ils vont pouvoir atterrir à la même époque que Roger. Glups, donc à suivre dans l'épisode suivant. Et justement, entre lettres, héritage, traces laissées volontairement ou non, cet épisode ne parle pas que de chair et de sang. Il parle aussi de ce qu'on laisse derrière soi. Et ce qui m'a frappé dans l'épisode, c'est le nombre de fois où il est question de, justement, ce qu'on laisse derrière soi, que ce soit dans l'histoire, dans la mémoire d'un enfant, dans une lettre ou même dans le dos d'un soldat. Dès la première minute, le ton est donné, j'en ai parlé. La title card nous montre Frank et Brianna devant le tableau de la bataille de Monmouth, et j'en ai parlé en introduction. On y voit aussi Jamie et Claire intégrés à cette fresque historique. Et cette image soulève 1000 questions. Est-ce que Frank, en voyant ce tableau, a reconnu Claire ? Est-ce qu'il a compris ? Est-ce qu'il voulait que Brianna voie ce tableau ? On sait qu'il croyait au voyage dans le temps. Et puis un peu plus tard dans l'épisode, Brianna découvre aussi un livre de Frank intitulé « L'âme d'un rebelle », les racines écossaises de la Révolution américaine. Et ça, c'est pas un détail anodin. Cela conforte un peu l'idée que Frank s'est vraiment penché sur cette période de l'histoire et qu'il savait. Il savait que Claire retrouverait Jamie, que leur histoire s'inscrivait dans cette grande fresque historique. Et là encore, l'idée de transmission est présente. Les choix des uns influencent la vie des autres, à travers les époques. Et ce plan en ouverture d'épisode vient nous poser la question, est-ce que cette peinture est un clin d'œil purement méta, ou bien une preuve tangible que Claire a bien été là, que son histoire a laissé une trace dans l'histoire avec un grand H? On ne le saura pas, hein, mais la question est lancée. Et le simple fait qu'elle soit posée suffit à nourrir notre imaginaire. Qui écrit l'histoire et qui y est effacé? Cette question, elle revient aussi plus tard avec cette scène incroyable où Jamie écrit sa lettre de démission dans le dos d'un soldat avec le sang de Claire, j'en ai parlé. C'est profondément symbolique. Jamie trempe ses doigts dans le sang de Claire pour écrire sa démission au général Lee. Alors oui, ça flirte avec le grandiloquent, mais c'est aussi ça Outlander, de l'émotion à vif et du romanesque assumé. Jamie écrit avec le sang de celle qu'il aime, le sang de son cœur, Mocry, je sais pas comment on le dit en gaélique, mais c'est ça. Et l'on comprend pourquoi ce titre-là a été choisi pour l'épisode. Autre exemple de ce fil rouge autour des traces, des objets, des souvenirs, les lettres. Celle de Roger notamment, écrite puis cachée dans un tiroir, restée fermée pendant 240 ans. Alors bon, on va le dire franchement, c'est pas hyper crédible ni facilement lisible et compréhensible. Beaucoup de spectateurs ont eu du mal avec cette idée d'un compartiment secret découvert comme par magie, pile au moment où il le fallait. Mais ce que cette scène raconte, c'est surtout le pouvoir de transmission. Roger veut laisser un message pour Brie, pour les enfants, et même à travers les siècles. C'est une lettre d'amour et d'espoir, une trace laissée pour demain. Et dans une série où les personnages voyagent dans le temps, quoi de plus cohérent que des mots qui voyagent eux aussi? Et puis enfin, cet épisode nous parle aussi de mémoire collective, du poids de la guerre, des pertes, des sacrifices. J'en ai longuement parlé, le montage d'ouverture est là pour nous le rappeler. Les visages, les noms, les morts qu'on a déjà croisés, Jamie et Claire en ont perdu, des gens. Et au fond, que restera-t-il d'eux? Des lettres? Une toile? Une histoire racontée dans un livre ou transmise à un enfant? Peut-être que c'est ça le cœur de l'épisode, cette idée que même dans le chaos, il reste des traces. Et que ces traces, ce sont souvent les plus belles preuves d'amour. Comme toujours, je suis très curieuse de découvrir ce que vous avez pensé de l'épisode. Sur quoi allez-vous mettre l'accent? Quels moments vous ont marqué? Vos retours sont toujours riches, parfois inattendus, et souvent très justes, et ils me permettent parfois de rebondir. Petit clin d'œil au passage, sur Instagram, c'est la scène finale, celle où Jamie est au chevet de Claire, qui a été la plus plébiscitée par la communauté. Et franchement, je comprends pourquoi. Allez, je vous laisse la parole. Et nous commençons par écouter Isabelle. Salut les addicts. Alors, j'ai beaucoup aimé les flashbacks de l'ouverture. Je regrette par contre qu'on ne voit pas beaucoup de scènes de la bataille. Et pour les deux, je me demande si c'est un véritable choix artistique ou une contrainte budgétaire. Lorsque Brianna prend le livre de Frank, j'ai regardé
tout en bas, c'était encore écrit Scotland Influence and History in the New World, 1745-1791. Et ça fait aussi écho à la title card. C'est vraiment fascinant. Je me demande ce que savait vraiment Frank. Pas trop fan des scènes noires et blancs. Je trouve que c'est redondant avec ce qu'on a déjà vu. Lord John et William, c'est des très très belles scènes à cœur ouvert. Là, Lord John lâche les chevaux et se confie pleinement et rassure William sur le fait que il est toujours son père et lui son fils. Et la merveille, c'est Claire et Jamie, ils nous font un pas de deux avec la mort à nouveau et Sam avec son visage pétri de douleur et on prend sa souffrance en plein cœur. Catriona qui nous ébahit une fois de plus et là toutes les deux c'est du très très grand Outlander et choquée par le sang qu'il utilise pour démissionner. C'était vraiment magnifique. Merci pour ta note vocale, Isabelle. J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis au début de ton intervention concernant Frank. Tu dis, j'aimerais beaucoup savoir ce que savait Frank, et moi donc, et nous donc, je pense. Et je me demande si on aura des bribes de ça dans la saison 8. Alors, il me semble avoir vu il y a déjà quelques mois une interview dans laquelle Tobias Menzies, donc l'acteur qui joue Frank, dit qu'il ne reviendra pas dans la saison 8. Quel dommage, mais est-ce qu'il y aurait un moyen, peut-être que Diana, qui a prévu d'écrire un livre, elle dit toujours « si je vis assez longtemps », elle a prévu d'écrire un livre sur ce que savait Frank. Est-ce qu'elle aurait pu donner des petites bribes d'infos à la production d'Outlander pour que ce soit distillé de manière intelligente dans la saison 8 ? Nous verrons. Maintenant, on écoute Aline. J'ai voulu comprendre le titre de ce chapitre à l'encre de mon cœur, et comme l'on voit Frank avec Brianna devant un tableau où est Jamie et Claire au début de ce chapitre, j'ai pensé que c'était peut-être dû à l'encre du livre que Frank écrit et de son cœur qu'il a perdu en voyant que Claire était repartie au XVIIIe siècle. Ce chapitre est beau du début à la fin, tellement bien joué par les acteurs et tellement émouvant qu'on aurait beaucoup trop à dire. Voilà. Je te remercie, Aline. En fait, j'ai le sentiment que tu poses une question, alors tu ébauches une réponse qui peut faire du sens. Mais en réalité, le titre à l'encre de mon cœur, donc pour les lecteurs ou même les autres, vous savez que c'est le titre du tome 8. Et ce que je dis dans le décryptage, en tout cas c'est mon interprétation et je pense que c'est ce qu'a voulu faire Diana, c'est que l'encre de mon cœur, c'est le sang de Claire, donc le sang du cœur entre guillemets de Jamie qui appelle de temps en temps Claire mon cœur. Alors en gaélique, je ne sais pas si c'est Mocry ou Mocry ou... Il faudrait que je recherche. Là, j'ai oublié de regarder, mais et du coup, voilà, Jamie qui écrit sa démission sur le dos du soldat avec le sang de Claire, avec le sang de son cœur. Je pense que c'est ça l'explication. Je propose que nous écoutions Antonia. Bonsoir Aurélie, bonsoir les addicts. Tout d'abord, Jamie et Claire et leur amour inconditionnel. Avec leur code, simple regard pour comprendre leur joie, amour et inquiétude. Des scènes toujours aussi belles du début jusqu'à la fin. Denzel, ce jeune médecin qui a appris beaucoup des conseils de Claire et de ses méthodes pour soigner, sans jamais poser de questions. Comment sait-elle tout cela ? Il est humble et il est dans la même veine de Claire, la passion de sauver des vies. Ensuite, Lord John et William. Conversation inévitable. William perdu, qui ne sait plus quel patronyme il doit avoir. Il a 2 pères, mais se sent orphelin. Lord John insiste, « Tu es mon fils ». Les liens de sang ne sont pas forcément les plus forts. Oui, merci Antonia, et merci de reparler de William. Mais c'est vrai que ce personnage, alors je ne sais pas comment vous l'avez appréhendé lorsque vous avez lu les livres, mais à ma première lecture, William, j'avais vraiment beaucoup de mal. Deuxième lecture, on commence un peu plus à l'apprécier parce qu'on se rend compte dans quelle situation est ce pauvre jeune garçon.
Et je dois dire franchement que Charles van der Vaart livre une partition de ce William qui fait qu'on ne peut qu'aimer ce personnage. En tout cas, pour moi, c'est vraiment Charles qui l'a totalement réhabilité à mes yeux, si je peux le dire comme ça. Donc voilà, merci Antonia. Et on écoute maintenant Joanie. Quand je réécoute les épisodes pour préparer les notes vocales, je prends évidemment toujours des notes au fur et à mesure de l'épisode, noter mes idées ou les choses que j'aimerais partager. Puis pour cet épisode-ci, j'ai écrit au début que j'avais aimé les scènes nostalgiques de guerre où on voit dans différentes saisons des passages là, qu'on a déjà vus. Puis que j'avais aussi aimé la discussion que Jamie a avec Claire au début sur la perte de sa mère. J'avais trouvé ça touchant, puis plus rien. J'ai fini l'épisode en réalisant que j'avais rien écrit d'autre. C'était tellement beau, tellement triste, tellement de peur, de douleur, que finalement, j'ai pas noté rien qui m'a fait sourire pour une des premières fois de cette saison. Les deuils côtoient la nostalgie, les craintes de perdre l'amour, la douleur par rapport à la santé, ou les non-dits qui blessent par rapport au « je t'aime » qui rassure. C'était beau, très beau. Et on en veut d'autres comme ça, même si ça nous rend triste. Bonne semaine les addicts! Grand merci Joanie. Tu décris une situation dans laquelle je me suis retrouvée aussi pour cet épisode. Alors, j'ai pas rien noté, mais il y a des scènes où en relisant après mon carnet, je me dis mais c'est quoi le détail? Qu'est-ce qui se dit? Et en fait, on se laisse embarquer, mais je pense que c'est ce que tu dis à demi-mot, c'est qu'on se laisse complètement happer par l'épisode, et ça, c'est quand même plutôt le signe que c'est du très très bon. Donc merci de mentionner cette petite anecdote personnelle, et on se retrouve la prochaine fois, je n'en doute pas. On écoute maintenant Claire. La passion de Claire et Jamie transcende l'épisode. Sous les étoiles, Claire exprime l'angoisse d'être perdue dans l'espace et le temps. La vie est une effrayante accumulation de tragédies, comme nous le rappelle le flashback du début de l'épisode. Claire ressent l'inutilité de tout. Et face à cette interrogation existentielle, la magnifique réponse de Jamie « Tu vois le ciel, n'est-ce pas un grand vide? Pourtant tu n'as pas peur de le regarder, les étoiles ne s'éteindront pas, et nous non plus. » Que nous disent Claire et Jamie qui nous émeut? L'amour fait vivre, l'amour sauve. La nuit avant la bataille, ils se réjouissent de l'existence de l'autre, ils sont heureux puisqu'ils s'aiment. Mais ils sont mortels et amants de mortels, c'est ce qui les déchire et rend la vie précieuse. Le jeu des regards de Kat et Sam pour parler d'amour, mieux que les mots, fait circuler entre eux un désir muet de se toucher pour se guérir et s'apaiser. Pour Jamie, l'amour est le contraire du désespoir. C'est le sens de l'existence, c'est l'espérance de faire le bien au nom de cet amour. Il dit: un guerrier ne craint pas tant la mort, il a l'espoir, parfois la certitude, que sa mort fera une différence. Jamie assure à Claire que la mort ne leur prendra rien, leur amour présent et leur vérité éternelle. Le sépia de leur scène renforce l'effet intemporel qui place ce couple dans un temps suspendu, comme un arrêt sur image qui nous parvient à travers les siècles. Pour nous les vivants, c'est ce qu'illustre le tableau regardé par Frank et Brianna. Le combat de Claire et Jamie pour la liberté, leur amour les empêche de sombrer dans l'oubli. Leur amour perdure dans l'infini du temps sous l'indifférence des étoiles. Ouch! Alors là, je n'ai rien à rajouter. Merci beaucoup Claire, superbement écrit. Ouh! Eh ben, tu me crois si je te dis que j'ai un peu les larmes aux yeux? Merci beaucoup. Eh bien, après Claire, nous écoutons Annie. Dans cet épisode, la title card est remarquable. Elle synthétise l'essence de la série en représentant simultanément sur un même plan le réel et l'irréel, le XXe et le XVIIIe siècle, avec Frank et Brianna face au tableau de la bataille de Monmouth, où figurent Claire et Jamie. Le réel est présenté au XXe siècle avec Frank qui emmène Brianna enfant au musée. À cette époque, Frank s'occupe beaucoup de Brianna car Claire est accaparée par ses études puis par son métier. Historien de profession, Frank est passionné par l'histoire de l'Amérique et emmène tout naturellement sa fille au musée pour des raisons éducatives et pédagogiques. L'irréel est dans le tableau, avec Claire et Jamie au XVIIIe siècle, acteurs d'une scène de guerre, préfigurant ce que nous allons découvrir dans l'épisode. À mon sens, il est improbable que Frank reconnaisse Claire, et encore moins Jamie qu'il ne connaît pas. En effet, il n'a compris que Claire avait retrouvé Jamie que bien plus tard, lorsqu'il découvre le faire-part de leur décès dans un incendie à la suite de ses recherches sur Jamie.
La scène se déroule dans son bureau à Harvard, peu de temps avant son propre décès. Brianna, devenue presque jeune adulte, tente de comprendre l'attitude fermée de son père qui est dans l'incapacité de s'exprimer ce jour-là. Tobias joue d'ailleurs magistralement ce sentiment de désarroi absolu, d'anéantissement, d'échec et de chagrin. Mais pour revenir à la title card, la réalisation nous offre dans ce plan un jeu de coïncidences et de subtilité qui nous transporte encore une fois dans le temps en nous faisant croire de manière vertigineuse que l'irréel est réel. Merci Annie, c'est vrai que c'est vertigineux et j'aime beaucoup le fait que tu nous remettes un peu les pendules à l'heure. Effectivement, il est fort probable qu'à ce moment-là, Frank ne savait pas encore grand-chose du passé pas si lointain que ça de Claire et de son retour très probable dans le passé. Donc merci pour ça, pour cette analyse et merci pour le vertige. La dernière note vocale, c'est celle de Sylvaine. On l'écoute. Bonjour les addicts. Alors pour répondre à ta question Aurélie, oui, c'est un épisode qui m'a profondément chamboulée. Des scènes bouleversantes qui se succèdent jusqu'à la dernière en apothéose. On a 3 cliffhangers concernant 3 femmes sur au moins 3 générations différentes. La petite Mandy, Jen et enfin Claire. Thanatos nous laisse peu de répit, mais Eros n'a pas dit son dernier mot. Amour porteur d'espoir avec un grand E. Une interprétation de haut vol et une scénarisation incroyable. Tout est écho, tout est signifiant dans cet épisode. Comme au début, lorsque Claire et Jamie sont dans l'attente, Claire demeure davantage dans l'ombre, tandis que Jamie semble inondée de lumière, suggérant peut-être que le malheur s'abattra sur elle, cette fois-ci. Impression renforcée par les propos qu'elle tient sous le ciel étoilé et son regard en voyant Jamie s'éloigner. Cette fois-ci, il y a vraiment quelque chose de différent. Ainsi voyons-nous tout au long de l'épisode des scènes qui se répondent ou entendons des phrases qui rétrospectivement font sens. Et celle sur laquelle je m'arrêterai est celle prononcée par Claire à Rachel. On fait juste ce que notre cœur nous commande. Si je l'ai choisie, c'est que cette phrase s'applique merveilleusement à tous les personnages, et ce quel que soit le siècle où ils se trouvent. Sa résonance est si profonde qu'elle va bien au-delà de la fiction. Et c'est aussi ça, Outlander, poussant ainsi le spectateur à réfléchir sur ce qui motive ses propres actions. Comme nos personnages, faisons-nous juste ce que notre cœur nous commande. Merci Sylvaine, et tu as raison, une belle leçon, effectivement. Faisons ce que notre cœur nous commande, si seulement le cérébral ne prenait pas tant de fois le dessus. Mais c'est ça la beauté aussi d'une série et le romanesque. Et j'ai beaucoup aimé ton analyse sur la lumière de la scène initiale entre Claire et Jamie lorsqu'ils sont sous la tente. C'est vrai qu'après coup, quand on y réfléchit bien, c'est Claire qui est dans l'ombre. Merci à toutes celles et ceux qui ont pris le temps de partager leur voix, leurs ressentis, leurs émotions. C'est toujours un vrai plaisir de vous écouter, de sentir ce qui vous touche et ce qui vous fait réagir. Toutes ces notes vocales ont été laissées par des addicts de ma communauté Patreon, au niveau à la folie et passionnément. Merci pour votre fidélité et votre enthousiasme, épisode après épisode. Et si vous aussi vous avez envie de participer au prochain décryptage, de laisser votre voix ou simplement d'aller plus loin ensemble dans l'aventure Outlander, n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Tous les liens sont dans la description et je vous y attends avec grand plaisir. Pour la conclusion, j'avais envie de me demander, est-ce que cet épisode joue son rôle d'avant-dernier épisode de saison ? Clairement, oui. On sent la tension monter, les enjeux s'accélérer, les fils narratifs se tendre. Il y a ce sentiment d'urgence, ce momentum qui prépare le terrain pour un final très intense. Claire est entre la vie et la mort, sous les mains de Denzel et Rachel. Brianna et les enfants ont franchi les pierres. Jen est en danger et Jamie a tout quitté, mais la guerre, elle, continue de faire rage. Tout se mélange, tout s'enchevêtre. Et c'est peut-être ça le cœur de cet épisode, le chaos. C'est-à-dire ce que dit Claire dans cette réplique marquante. En français, tout fout le camp. Et c'est ce qu'on appelle en physique l'entropie, cette tendance naturelle au désordre ou au chaos. Et cette entropie, on la retrouve partout. Dans le champ de bataille, plutôt désorganisé, confus, dans les intrigues secondaires, un tiroir qui coince, une lettre surgie du passé, une arrestation, une balle perdue, et puis aussi dans les liens entre les personnages, souvent fragiles, parfois rompus. Mais au milieu de ce chaos, il y a tout de même la vie, l'amour, vraiment l'amour, et l'espoir. Il y a ces gestes tendres, ces regards silencieux, ces mains qui se cherchent. Il y a Jamie et Claire, liés par quelque chose de plus fort que le temps, de plus fort que la guerre.
Et puis surtout, on espère que le final de la saison saura être à la hauteur de ce tourbillon. L'étoile de Claire continue de briller dans le ciel bien après le rideau qui tombe sur l'épisode. On a donc une certitude que les anges ne viendront pas la chercher, ou alors que Jamie les en a empêchés. Dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti devant cet épisode. Est-ce qu'il vous a autant chamboulé que moi? Quels sont les moments que vous gardez en mémoire? Écrivez-moi tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà, afin d'être notifié de toutes mes publications. On se retrouve dans 2 semaines pour le décryptage de l'ultime épisode de cette saison 7. Il sortira sur YouTube le jour de la journée mondiale d'Outlander, le 1er juin, et je le proposerai en avant-première sur Patreon dès le 25 mai pour la fête des mères. Et en attendant, prenez soin de vous.